reçu le colis pour Kevin. Moi je suis grippé ça putain de con. Hop. Ça me fout les boules de dire ça, mais en gros je vais la laisser en stand-by. Bonjour à toi l'ami, je suis extrêmement content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, donc la partie 5 du projet M3 E36. J'ai énormément de choses à te raconter. Je sais que le blabla c'est pas spécialement le truc le plus intéressant dans les vidéos, mais pour le coup c'est vraiment nécessaire pour que tu puisses vraiment te mettre dans les conditions dans lesquelles on est actuellement. Il s'est passé énormément de choses, mais quand je parle de choses, je parle de choses bénéfiques. Dans le sens où il y a Max Speeding Road qui m'ont contacté il y a quelques semaines de ça pour me proposer en gros de me fournir des pièces pour préparer la M3 en turbo. Je leur ai répondu que j'étais agréablement surpris de leur offre, mais que j'étais pas spécialement intéressé dans le sens où je voulais pas préparer cette voiture là, la dénaturer complètement en mettant un turbo dessus. C'était carrément pas mon but. Ce que je voulais c'était faire un projet plus soft. Je veux pouvoir en fait prendre la voiture et faire des road trips avec. Mon but c'est pas d'en sortir 800 chevaux et voilà. Donc j'ai refusé leur proposition, mais ils n'ont pas voulu lâcher l'affaire. Ils m'ont proposé une contre-offre et ils m'ont demandé en gros si j'avais d'autres projets. Donc grâce à Max Speeding Road, vous allez connaître la suite du programme parce que bien évidemment après le projet de la M336, la chaîne ne va pas mourir, je te rassure. J'ai prévu d'autres choses dont un projet turbo sur une voiture. Je l'ai en tête depuis un moment, j'attendais juste le bon moment pour en parler et pour le faire. Mais du coup, vu que Max Speeding Road m'a proposé de me fournir certaines pièces pour ce projet-là, dans la prochaine vidéo, je te fais le déballage des pièces que j'ai reçues et également je te dévoilerai donc le véhicule sur lequel je vais faire la prépa turbo et le moteur en question. Je pense que ça va intéresser pas mal d'entre vous, surtout que je vais essayer de montrer vraiment de A à Z la prépa turbo pour au cas où si tu voudrais en faire une par la suite ou même si tu es tout simplement intéressé par la chose. Donc grâce à toutes les personnes qui sont venues regarder les vidéos, qui sont abonnées, qui ont liké, qui ont commenté les vidéos, Max Speeding Road m'a contacté et m'a gentiment proposé une sorte de partenariat et grâce à vous tous, vous bénéficierez donc d'un code promotionnel de 10% de remise immédiate sur Max Speeding Road officiel. Surtout, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo, ainsi que le code promo qui est merguez. Et tout ça, c'est grâce à vous tous, toutes les personnes qui ont regardé les précédentes vidéos. Je sais que 10% c'est pas énorme, mais si déjà je peux vous faire gratter ça sur des commandes, c'est déjà un plus. Surtout qu'à l'heure où je te parle, on est 4750 abonnés. Donc déjà merci à toutes ces personnes là, mais je te laisse imaginer si on était le double de ce qu'on pourrait bénéficier. Donc c'est une petite remise, c'est juste un petit geste, mais si déjà je peux t'en faire profiter et te faire économiser sur certaines commandes, ce serait le top. Surtout je te conseille de commander uniquement sur le site officiel de Max Speeding Road pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de copies qui tournent et aussi de pièces en fait qui ont des défauts de fabrication, donc qui sont revendues à bas prix mais qui sont remises en fait sur le marché entre guillemets du commerce, sur eBay, etc. Donc faites attention à ça. Et dans tous les cas, la remise ne s'applique uniquement que sur les sites officiels Max Speeding Road. Donc comme je le disais, je te mets tout dans la description de la vidéo, comme ça au moins tu es sûr de commander sur le bon site. Quand je te parlais de décisions difficiles que j'ai dû prendre dans la dernière vidéo, bah là on s'y retrouve. En fait c'est dans cette vidéo là où justement j'ai tout remis en question. Donc l'histoire des 2-3 semaines de restauration avant de pouvoir rouler avec, j'ai complètement mis de côté. J'ai dû changer de tactique dans le sens où en fait je me suis aperçu que c'était pas réalisable, que la voiture avait besoin de vraiment une remise à neuf totale, d'une restauration complète pour repartir sur de bonnes bases et pas passer son temps en fait à démonter une pièce, la réparer, que ça casse de l'autre côté, etc. Et même pour le bien de la mécanique, pour éviter d'empirer la situation, donc j'ai dû prendre des décisions donc assez difficiles dans le sens où c'est pas ce que je m'étais mis en tête. Des fois ça fait un peu mal, mais vaut mieux voir la réalité en face. Le meilleur moyen de repartir sur de bonnes bases, bien évidemment, c'est de la retaper entièrement. Et donc c'est dans cette vidéo là que j'ai vraiment pris la décision de mettre le projet de côté, le temps de pouvoir commander toutes les pièces dont j'avais besoin pour la refaire proprement. Donc là je te montrerai également des choses assez basiques comme le démontage des pneus, qui paraît être assez simple, hein, surtout quand on a le matos. Donc j'avais investi dans les machines qui allaient bien et tout. Mais le problème c'est qu'il faut prendre en compte que les pneus sont en 245, donc ils sont assez larges.
et qu'ils sont restés stockés plus de 10 ans à l'arrêt. Du coup, forcément, les pneus sont secs, mais à la mort. Donc pour pouvoir les démonter, c'était une vraie mission. D'ailleurs, je tiens à remercier mon pote Brian qui est venu me filer un coup de main à ce moment-là pour démonter les pneus et déplacer la voiture. Heureusement, il est venu avec du matos en plus parce que la veille, on avait déjà démonté un pneu, mais on avait galéré à la mort. On forçait tellement au démonte-pneu que le démonte-pneu il faisait un C à deux doigts de se le prendre dans la gueule. Qu'on a dû forcer comme des cons pour pouvoir le sortir. Au final, c'est venu, mais on a vraiment bataillé avec. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui vont arriver par la suite. Cette vidéo, c'est pas spécialement la plus intéressante, je pense, du lot. Mais je pense que toutes celles qui vont venir ensuite seront beaucoup plus intéressantes dans le sens où tu verras vraiment la débrouille, comment ça a fait pour aboutir à justement avoir un budget pour la M3. Donc là, je vais commencer à te révéler un petit peu les petites astuces, les petites combines, comment tirer profit justement de tes connaissances personnelles. D'ailleurs, au moment où je te parle, il y a un autre véhicule qui est rentré dans le garage que j'ai acheté. C'est également un Youngtimer. C'est une caisse qui est avant les années 2000, qui est sortie un petit peu après la E36. On va dire au moment où c'était la fin des E36. Cette voiture-là est apparue et a d'ailleurs marqué son temps parce que c'était une voiture assez atypique. Ce véhicule-là est en lien avec la M3. Je t'expliquerai tout par la suite, le pourquoi du comment. Je suis pas trop bon dans les cachotteries, j'aime bien en plus de ça être transparent avec toi. J'ai pas envie de te mentir, la voiture elle est juste là à côté de moi. J'ai pas envie de te cacher des choses, j'ai pas envie de te faire attendre encore 2 ou 3 vidéos avant de te montrer de quoi je veux parler. Donc je vais te la montrer de suite, comme ça tu verras de quoi il en cause pour la suite du programme. Mais crois-moi, cette voiture, c'est l'avenir pour la E36 et tu le comprendras dans les prochaines vidéos. Je t'invite surtout à venir t'abonner à notre chaîne Merguez Machine et à notre Instagram Merguez Machine que je mettrai également en lien dans la description de la vidéo. Et tout de suite, je te montre ce qu'il y a à côté. J'espère que ça va te plaire. Donc voilà, là tu as le pare-choc. Je te dis pas pourquoi il est déposé, je te dis pas pourquoi les phares arrière sont déposés, je vais pas non plus trop te spoiler. Mais voilà un petit peu la voiture dont je parlais. Bon, c'est une Audi, c'est pas une BM, je suis d'accord. Moi, je suis plus passionné BM, mais bon, c'est quand même une voiture qui a marqué son temps, l'Audi TT MK1. Celle-ci, c'est la version 225 chevaux. Ne t'inquiète pas, la M3 est toujours là, elle est toujours à portée de vue. J'essaye de pas trop y penser en attendant de récolter tous les fonds nécessaires et toutes les pièces qu'il me faut pour la restaurer. Mais voilà, celle-ci, c'est l'avenir de la M3. Tu le comprendras dans la suite du programme. Mais voilà, comme je te disais, j'aime pas faire de cachotterie. Donc voilà la future voiture dont je vais te parler dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas, tout de suite, la suite donc, du projet M3 E36. J'aimerais bien récupérer le radiateur de M3 E36 que j'ai foutu sur la TDS. Étant donné que je vais la brader un peu niveau prix là pour pouvoir la vendre. Plus rapidement, je vais intervertir, je vais récupérer des pièces en fait dessus que j'avais mises et je vais prendre les pièces de celle-ci pour les mettre dessus. Enfin, c'est un peu un bordel. J'avais un radiateur de M3 E36 sur la TDS, donc il se monte parfaitement sur celle-ci. Il faut juste que j'intervertisse les deux, donc il va falloir que je fasse une bonne vidange et tout de liquide de refroidissement. Donc je vais intervertir un peu les deux. Il faut que je continue à démonter aussi le système de clim, j'ai pas fini. Enfin, il y a du taf. Je suis en train de m'éparpiller un peu, mais bon. Donc, j'ai démonté le radiateur d'huile qui se trouve en dessous du radiateur de flotte. Le truc c'est que là il y a une patte à défaire. Et vu que ça fait longtemps que je n'avais pas démonté en plus, il faudrait que je trouve la solution. Normalement il faut que je l'avance par ici. Je crois pas qu'il y ait d'autres fixations. Normalement il n'y en a pas d'autres. Vraiment pas que je pète ce radiateur, sinon je vais être vraiment comme un gland. Merde. Ah, il est venu. Là normalement je le désengage d'ici. Ok, c'est... non. Pas bon plan du tout. Je sens que je vais niquer le plastique. Oh parfait. Il vient tout seul. Ça c'est cool. C'est que vu qu'il y a ça et que la bassine est trop haute, on passera jamais. Cette putain de bassine ne passera jamais. Au niveau contenance, ce sera carrément pas suffisant.
C'est même sûr que ça va dégueuler de tous les côtés. Il va falloir que je sois vif. J'ai envie d'ouvrir en haut pour faire une dépression et que ça coupe plus vite, mais d'un autre côté je me dis ça va peut-être gicler partout. On va essayer. Oh putain. Ah ouais, là c'est bien. Ah là ça coule vite. Là. On va falloir voir pour le sortir, sauf que vu que tout est rentré en force là-dedans, qu'il n'y a pas beaucoup de place, ça va être une vraie mission. Là il y a une durite rigide déjà. Là, je l'ai cramé. J'ai pas envie de... Ok. Je peux la niquer, je préfère donc la desserter. Et ces putains de... des colliers de merde là. C'est vraiment horrible ces trucs. Je crois que je vais les disquer. Oula. Par contre ça commence à se remplir. Je suis jamais bon pour des trucs comme ça en plus. Oh merde. Précision. Ce qu'il y a à défaire, je vous jure, c'est horrible. En fait, il est serti sur lui-même. Il y a un cran, genre, en fait, je peux pas juste le décranter comme ça. En fait, il vient se poser sur lui-même et en fait, il y a des dents qui sortent par des trous sur le collier pour verrouiller. Enfin, c'est une vraie merde ce truc. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Mis à part pour faire chier le monde. Ouais, nickel. Ils sont bien. Ils sont bien, ils sont bien. Tac, nickel. Donc ça, normalement, faut juste, si ma mémoire est bonne, et en fait elle est pas bonne, j'allais dire faut juste le soulever, mais en fait non, il y a deux clips là à défaire. Yes. Et là, normalement, en fait je suis en train de défaire là, le support, en fait le guide là pour le spal en plastique, et donc ça normalement c'est pris en fait dans l'espèce de patte en U sur le radiateur, donc faut le désengager en fait avant de pouvoir sortir le radiateur, sinon ça va bloquer, parce qu'avec le spal ça passera pas. Donc là normalement si je soulève le radiateur il vient, ouais, il a l'air de venir, faut juste que je défasse les durites, donc la durite d'alimentation et la durite de retour. Et dans le fin fond du moteur là, pour avoir, il va me falloir un tournevis mégalon sa mère. Ça tombe bien parce que j'ai un tournevis mégalon sa mère. Genre ça. Chauffe-moi ça. Parfait. Ça c'est bon, c'est défait. Le problème c'est que vu que les durites à mon avis elles ont jamais dû être déposées, on va être collé au radiateur. Donc là, on peut pas changer à l'habitude. WD. Je la badigeonne bien comme il faut. Et après si vraiment ça veut pas se décoller, il faut passer un tournevis plat assez large entre le tuyau et le manchon en plastique du radiateur. Donc bien faire attention de ne pas percer sa durite aussi. Ok, c'est bon, c'est décollé. Comment tu veux attraper cette durée de sans déconner? Le seul truc que tu peux faire c'est forcer comme un con avec ton tournevis. Oh, le capteur de température. J'ai complètement zappé. Putain, ça sert à quoi tirer son radiateur? Il vient pas, tu te demandes pourquoi et en fait c'est juste une putain de sonde qui te fait chier. Ah, c'est bon. Il va falloir que je commence à marquer en fait toutes les prises que je suis en train de débrancher parce que je vais pas me rappeler d'où ça va. Il faut vraiment que je le fasse. Je pense que je vais le faire maintenant même. En espérant qu'il n'y a rien qui bloque. Voilà, donc là pareil il y a une patte en fait qui vient se clipser dans la lèvre supérieure du radiateur. Ça ici, parfait. Et là normalement si je le tire vers le haut, il est censé venir. Censé, mais c'est pas vraiment ce qui se passe. Parce qu'il faudrait pas que je maintienne ça écarté pendant que je relève le radiateur. Un truc qui me bloque là, c'est bizarre. Pourquoi il est toujours pris dedans? Oh le con.
J'ai oublié de défaire la durée du bas. Forcément ça risquait pas de venir. Putain de connard. J'ai pas envie de prendre appui sur le capteur. C'est que par en dessous j'ai pas d'accès. C'est la merde. J'essaie de passer en dessous pour le décoller aussi parce qu'on va les décoller mais pas en bas. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Oh oui, j'aurais dû faire ça direct. Ça vient tout seul. Ok, ça c'est fait. Normalement elle devrait sortir là maintenant. Je vais voir pour remplacer le joint qui est en bas ici, donc qui était au niveau du bouchon de vidange. Je vais sortir ce capteur là, je vais le démonter et le mettre donc sur l'autre radiateur de M3 Mishimoto. Il n'y aura plus qu'à faire l'opération identique sur la merguez pour swapper les radiateurs. Je vais poser ça là gentiment. J'ai l'impression d'avoir mouillé mon froc. Et j'ai mouillé mon froc, putain. Chier. Bon, pour résumer, là maintenant ce cache, on peut voir que il est plus facile de le sortir, hein. Là si on veut le sortir on peut. Moi je vais le laisser en place en soi parce qu'il ne me dérange pas plus que ça pour le moment. J'ai pas envie de le stocker je sais pas trop où dans mon garage. Devoir changer ce putain de joint donc qui se trouve ici, là-dessus. Hop, faut que je vois si j'ai les joints comme ça pour manger. Ça doit être celui-ci, parfait. Ok, il faut juste que je sorte l'ancien, c'est bon, parfait. Ouf, parfait. Ok, c'est bon. Le joint s'est changé. Là, il faut resserrer ça, mais très gentiment, pas le brusquer. Tac. Pas plus, pas moins. Faire gaffe surtout aux alvéoles, ce radiateur qui pisse encore alors qu'il est censé être vide. Oh, il est venu tout seul. Incroyable. Putain, j'ai rangé la boîte de joint alors que je pense que là, à mon avis, je vais être obligé de. Il n'y a pas de joint. Comment ça, il n'y a pas de joint? Il n'y a pas de joint. Ok. Il n'y a pas de joint. Très bizarre. Très très bizarre. C'est chelou. Bon, j'ai un petit peu la haine là parce que du coup j'ai réfléchi pendant la nuit, j'ai réfléchi ce matin et je pense que la voiture va rester en stand-by un petit moment là. J'aurais bien aimé la faire roulante pour pouvoir en profiter un petit peu. Je me suis dit qu'il y avait quoi, il y avait peut-être un taf à faire pendant 2-3 semaines et ensuite rouler avec. Malheureusement j'ai pesé le pour et le contre et c'est pas jouable. Enfin j'ai toujours le souci de la boîte là qui veut pas shifter la 2, je sais pas pourquoi. Que je sois en séquentiel ou en mode automatique, hein, ça change rien. La 2 veut pas passer, je sais pas pourquoi. Du coup ça déjà ça m'emmerde de ouf. J'ai pas envie de bousiller la boîte. J'ai regardé un petit peu, je me suis fait avoir parce que je pensais que les boîtes de M3 coûter 400-500 balles. C'est le cas, hein, c'est le cas sur une 3 litres. Mais sur un 3 litres 2, vu que c'est une boîte 6 et que sur les 3 litres c'est des boîtes 5, bah en fait les boîtes 5 tu peux en trouver que ce soit une 325i, 328i, 525i, 528i, c'est les mêmes boîtes. Donc ça fait que les boîtes tu peux en trouver à tire-larigot, il n'y a aucun souci. Mais le problème c'est que là vu que c'est une boîte 6, il n'y a pas de comment dire de solution possible mis à part racheter une boîte de M3 en fait. Parce qu'il n'y a pas de E36 qui sont sortis en boîte 6 mis à part sur les 3 litres 2, donc les M3 3 litres 2. Donc forcément bah, le prix des boîtes, 2000 balles. Donc ça je m'y attendais pas trop, enfin je pensais pas que ça coûtait aussi cher. Et encore là c'est l'heure à laquelle je vous parle, hein. Ça se trouve d'ici un an ça va coûter 2005-3000 € la boîte, j'en ai aucune idée. Mais et vu que la boîte a été remplacée par BM, ça fait que la boîte là de base elle a été remplacée il y a 2000 km. Bon là vu que j'ai fait 1000 bornes du coup elle a 3000. Mais la boîte a été remplacée en gros à 92 ou 93 000 km si je dis pas de conneries. Ça fait chier parce que la boîte est neuve quoi. Donc j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné sur pas mal de forums, des trucs à droite à gauche. Enfin du moins à ce que j'ai vu pour l'instant, enfin sur les forums, les internet et tout, personne du moins a partagé et a tenté ce truc là. Mais
En gros, on peut passer la boîte SMG1 en boîte 6 standard, quoi. Mais le souci, c'est qu'en fait, si on retire tout le système de servo-commande avec le système de sphère, etc., il y a toujours le problème de passage de rapport. En fait, pour la marche arrière, normalement, il y a un cran sur les BM. En fait, il y a un cran, il faut forcer et ensuite passer la marche arrière. Et en fait, ce cran-là, tu l'as pas. Enfin, je vais vous montrer sur la TDS. Normalement, il y a ce cran-là. Quand on passe la marche arrière, il y a cette résistance. À ce que j'ai compris, quand on met la boîte, on met directement en fait le système de tringlerie d'une boîte manuelle et qu'on veut passer la marche arrière, en fait c'est comme si on passait la une, il n'y a pas de résistance en gros. Ça me fait chier parce que en fait il n'y a pas de sécurité pour la marche arrière. C'est un coup à fusiller sa boîte si un jour on veut rétrograder en une et qu'on passe en marche arrière, enfin c'est un coup à baiser sa boîte, quoi. Et il y a un autre souci aussi, c'est que entre la 5 et la 6, il y a un point mort qui se fait en fait. Enfin je pourrais pas l'expliquer parce que c'est des mecs qui disent ça, en fait, des mecs qui ont fait en fait l'expérience de changer directement leur tringlerie pour mettre en boîte 6 manuel, et ils disent qu'en gros entre la 5 et la 6 il y a un point mort. Donc j'arrive pas à trop comprendre quel point mort ils parlent. Je sais pas si en mettant la 6 il y a un point mort, faut vraiment pousser le rapport en butée pour passer la 6, ou si c'est un point mort au niveau de la 5, enfin je sais pas. Ce truc là j'en veux pas. Enfin, je veux pas avoir ce genre de problème. J'ai remarqué en fait entre la boîte du coup SMG1 et la boîte 6 standard c'est une ZF je sais plus quoi, en fait il y a juste un truc qui diffère, c'est que sur le côté de la boîte il y a deux trous qui sont pas percés en fait sur la boîte SMG, alors que sur la boîte 6 standard BMW il y a ces deux trous là, ils sont percés, et il y a en fait un système de ressort avec une sorte enfin dans tous les cas vous verrez sur la photo, mais en gros il y a une sorte de tige en métal qui rentre dans la boîte. Donc je pense qu'on peut modifier en perçant un trou dans la boîte et en mettant ce système là. Mais ce qui me fait peur, c'est que j'ai toujours un risque de baiser ma boîte. Et le problème, c'est que ma boîte, dans tous les cas, elle vaut quand même un petit peu d'argent. J'ai regardé, il y a des mecs qui vendent ça 2000, 2500 euros avec tout le système de sphère et système hydraulique, les tuyauteries hydrauliques et tout. Mais le problème, c'est que personne en veut, quoi. En soi, qui veut passer une boîte manuelle en boîte SMG1, c'est complètement con. Ou alors, genre, c'est peut-être une personne handicapée, peut-être, qui veut pouvoir en fait se servir de la voiture. Je vois vraiment pas qui pourrait faire ce genre de swap. Ou alors quelqu'un qui a défoncé sa boîte SMG1 et qui veut à tout prix une boîte SMG1. Mais dans tous les cas, en fait, la boîte va me rester sur les bras peut-être longtemps avant qu'il y ait un client potentiel qui vienne pour me l'acheter. Donc ça fait que là je pense que le mieux à faire c'est de la mettre en stand-by pour éviter de bousiller la boîte plus que ça se trouve elle ne l'est déjà, et en fait de faire les modifs. Donc en gros ça me fout les boules de dire ça, mais en gros je vais la laisser en stand-by pour l'instant, le temps de trouver une solution pour la boîte, et je pense que je vais directement swapper, enfin faire le swap là de la boîte manuelle. D'une manière ou d'une autre je vais le faire. Je pense que c'est le plus judicieux à faire. Et là aujourd'hui je suis allé chercher donc, du liquide de refroidissement. Le gars chez qui je vais chercher mes pièces, il m'a dit que c'était un peu plus de 10 litres. J'ai pris, donc ça c'est un capteur pour la TDS parce que j'ai un capteur qui merde, je vais le remplacer avant de vendre la voiture. Ça c'est un nettoyant moteur. Je voulais à tout prix le faire parce que du coup, je sais pas si vous vous rappelez, mais en Corse, le moteur était vraiment dégueulasse. Donc il y avait de la coquefaction tout autour au niveau du réceptacle de filtre à huile, et donc je pense que dans le moteur c'est pas mieux. Donc ce produit là en fait faut mettre le moteur à température, donc 90 degrés, ensuite verser le produit, et après il faut faire tourner le moteur pendant 15 minutes au ralenti moteur, donc en attendant en fait que le produit brasse bien toute l'huile, toute la merde qu'il y a dans le moteur. Et après bien évidemment il faut vidanger aussitôt, faut pas rouler, surtout pas rouler avec ce produit, c'est pas bon du tout. Là il y a du coup ce fameux filtre à essence qui n'était pas le bon quand j'étais en Corse, donc voilà, là normalement c'est le bon, j'ai regardé, c'est bien les bons les bons bitonios, donc là normalement il ne devrait pas y avoir de soucis pour enquiller les tuyaux d'origine sur le filtre. Moi dans tous les cas je l'ai. J'achète vraiment au fur et à mesure parce que bon forcément au niveau thune, voilà, surtout quand on vient d'acheter la voiture, donc c'est un peu compliqué, donc j'évite de lâcher non plus des milliers d'euros par commande. Pour Kevin, je lui ai racheté, j'hésitais en fait à racheter une pompe comme ça directement, mais étant donné que Kevin m'a passé une pompe qui est 100% OEM, qui est BMW, etc., donc j'ai réussi à retrouver une pompe BM d'occasion mais en très bon état sur le bon coin. Je crois que je l'ai trouvé à
40 euros, 45 euros, et la pompe elle a seulement 50 ou 60 000 km, et elle a tourné que à l'essence. Donc au moins Kevin aura vraiment la même pompe que celle qui m'a passé, donc c'est vraiment, il m'a passé une origine BM, donc là je lui donne une origine BM comme ça, il n'y a pas de souci. Je voulais pas lui passer un truc aftermarket, un truc à 30 euros neuf qu'on peut trouver sur Amazon ou des trucs comme ça. Donc je lui ai racheté vraiment une pompe OEM BMW avec pas beaucoup de kilomètres, comme ça au moins je suis sûr qu'elle fonctionne. Dans tous les cas je la testerai une fois qu'elle me sera arrivée. Pour l'instant le gars l'a pas encore envoyé je crois. Du coup j'attends, dans tous les cas je l'oublie pas, même si ça fait déjà à peu près 2 semaines que j'ai la voiture, je l'ai pas oublié. C'est juste au niveau des finances, du coup j'essaie de bien me débrouiller pour pas non plus trop arriver dans le rouge. Voilà, déjà ça c'est des pièces que j'aurais pas acheté plus tard. Je pense que je vais les stocker, je vais les mettre dans un coin, je vais ranger une partie de mon bordel qui est là-haut là pour stocker en fait, faire une armoire avec toutes les pièces de la M3, les pièces neuves, les pièces que je vais remonter, etc. Comme ça au moins c'est quadrillé, c'est carré, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas malheureusement j'ai pas trop d'autres solutions, je suis obligé de mettre le projet en stand-by pour l'instant parce que là pour le coup il y a beaucoup trop de trucs qui sont à gérer. Il faut que je gère aussi l'histoire du pont qui fuit, j'ai l'histoire du moteur qui fuit, donc vu que le moteur fuit je suis obligé de tomber la boîte, donc dans tous les cas quitte à tomber la boîte autant que je m'en occupe, que je fasse le swap de boîte. Enfin, faut comprendre que là en fait c'est tout un cheminement en fait, ça sert à rien de déposer la boîte, changer le joint spi, remettre une boîte en fait qui a des défauts au niveau de la troisième, enfin au niveau de la deuxième pardon, qui ne veut pas passer la 2, donc autant que je réfléchisse intelligemment et que je fasse ça bien. Donc la voiture je pense que je vais la verser, je vais mettre le 4x4 ici ou là, et je vais mettre du coup la M3 le long du mur, comme ça au moins elle me dérange pas trop, j'aurai toujours accès à la fosse, et je me remettrai dessus dès que j'aurai en fait toutes les pièces nécessaires pour pouvoir continuer le projet. Donc là comme je le disais hier, j'ai déposé donc le radiateur hier du M3. Donc là c'est le radiateur Mishimoto. Donc, je vais vous montrer le cache, dans tous les cas il est déjà desserré. Donc voilà, donc ça c'est le radiateur Mishimoto, donc celui-ci c'est un radiateur de M3. Donc c'est pour ça que je peux le monter sur la M, il n'y a aucun souci, hein, c'est pas un truc que je vais adapter ou quoi. C'est plutôt sur celle-ci que j'ai adapté le radiateur. Et j'ai bien fait parce qu'au final j'ai fait ça propre, vu que c'est un radiateur qui vaut quand même plus de 300 euros. Je me suis pas amusé à percer, à faire des soudures à la con dessus et tout. J'ai gardé le radiateur tel qu'il était et j'ai adapté en fait plutôt la TDS à ce radiateur là plutôt que l'inverse en fait. J'ai pas adapté le radiateur à la voiture, j'ai adapté plutôt la voiture au radiateur. Ça fait que là concrètement j'ai juste à le démanchonner, à le sortir, et concrètement je peux le pouiller dans la voiture, il n'y aura aucun souci. Là le radiateur Mishimoto de la TDS il est tombé. J'ai pas filmé la dépose, dans tous les cas c'est la même chose que pour la M3. Juste là du coup c'est ce que je disais, il y a le bouchon obturateur là que je vais devoir retirer, mettre le capteur à la place. Le radiateur en soi il est propre, il y a juste ici il y a des alvéoles qui sont un petit peu tordus très légèrement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah ouais, et il y avait j'ai un peu le seum parce qu'en vrai je sais pas comment c'est arrivé, surtout que c'est un cadeau de ma meuf, donc je pense que comme elle va voir la vidéo elle va être un peu vert. Mais en gros ici, attends, je le pose gentiment. Ici là c'est plié, je sais pas pourquoi, en tout cas ça fuit pas, ça se voit que c'est propre, mais à cet endroit là c'est plié vers le haut. Je sais pas si c'est en prenant un dodan, en faisant une sortie de route, je sais pas ce que j'ai branlé. Ici pareil, donc je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas très grave mais ça fait un peu chier quoi. Et à l'avant il est relativement propre, donc c'est surtout à l'avant que j'avais peur moi. On voit qu'il est propre, il n'y a pas d'alvéole pliée ou quoi que ce soit, il y a juste un peu de merde qu'il va falloir que je retire, qu'il se monte en lieu et place. Il faut juste que je remette le bouchon de vidange du radiateur. Et ce qui est bien, c'est ça qui est bien avec les pièces un peu perf on va dire, sur les radiateurs Mishimoto, il y a un bouchon magnétique qui permet d'éviter d'avoir de la limaille dans le circuit de refroidissement. Donc ça peut par exemple éviter de niquer la pompe à eau. Moi du coup je récupère le bouchon obturateur qui va sur le côté du radiateur, mettre juste un petit peu de code d'étanchéité pour être sûr que ça fuit pas. Voilà, je pense que là on est bien. Ça devrait être bon. Le filetage est pas vraiment identique. J'espère que ça fout pas la merde ça par contre. Je trouve que ça met vachement en jeu quand même. Pas plus pas moins. J'espère que ça fuira pas. Voilà,
grosse défaite, j'ai commandé des pneus. Je les ai reçus aujourd'hui. C'est du 245-45 que j'ai commandé, sauf que là, en regardant bien sur le pneu, comme un con, c'est du 245-40 à l'arrière. Et moi je me suis fait avoir parce qu'en fait à l'avant c'est du 225-45. Je me suis dit que niveau hauteur ça allait être la même entre l'avant et l'arrière, mais en fait non. Ah, je vais essayer de faire pour les monter quand même. Je vais foutre les nouveaux pneus sur les jantes, histoire de voir un petit peu au niveau du rendu si déjà ça passe dans les ailes, parce que j'ai reçu également les cales de roue pour élargir pour l'arrière. Je les ai commandés en 1 cm 6, donc c'est du 16 mm, ça donne à peu près ça je crois. Il va falloir faire des essais. Donc là on va voir déjà pour monter le pneu et puis une fois que ce sera fait, au moins on sera fixé. Du coup on a monté le pneu sur la jante là en 245-45 avec la cale de roue du coup de 1,6, sauf que là le problème c'est qu'au niveau de l'aile ça frotte quoi. Ça frotte juste là. Donc on va essayer de voir sans la cale pour voir un peu le fit que ça. Là après sinon au niveau du déport et tout c'est parfait. Vraiment parfait. Je sais pas si on va se rendre compte mais, par rapport à l'autre côté voilà c'est. Le pneu on voit quasiment pas quand je me mets droit. On voit quoi. On voit le pneu. Malheureusement c'est une erreur de ma part, j'aurais dû faire gaffe, putain, je pensais que c'était du 245-45 alors que c'est du 245-40. C'est genre d'erreur un peu con, enfin bon, c'est pas très grave, en soi je pense rouler avec, faut juste que je vois pour la cale de roue. En plus ça lui fait un gros boudin à l'arrière, c'est pas forcément très beau, mais en tout cas voilà, les pneus sont achetés. J'ai reçu le colis pour Kevin, la pompe à essence que je lui ai acheté, donc un gars sur le bon coin. Bon, déjà elle est bien emballée. Je vais voir, je vais faire les essais quand même, je vais la faire tourner un petit peu vite fait, très rapidement pour éviter de la faire chauffer, mais juste histoire de voir qu'elle tourne bien. Ah, le mec il a super bien emballé. Ah vraiment, propre. Bien emballé. Ok, ouais, c'est vraiment la même quoi. C'est exactement la même. Je vais foutre un coup de WD-40 au cul et puis bon, ça évitera qu'elle grippe. Je vais parler de l'autre côté. Tu peux me filer un coup de main vite fait? Celle-ci met là sur moi, attends je vais dénuder un peu le fil. Vas-y, moi je m'occupe de ça. Alors ça c'est le moins. Alors attends que je regarde. Ok, le moins il est là. Histoire d'être sûr quand même. Attends, je peux la mettre vers toi parce qu'Olivier il avait mangé une sauce mon pote encore. Ouais, tu la mets pas vers moi. Mais non. Wesh. T'es sûr que c'est dans le bon sens? Bah oui. Le moins et le plus. C'est bon? Moi je vais gripper ça putain de pompe. Encore. Ça fait beaucoup là, non? C'est de ma gueule ou quoi? Mais non. Ah c'est bon. Oh. Ah je pense qu'elle a été grippée. Ah je pense qu'elle a été grippée. Ouais elle devait être bloquée. Je pense qu'il l'avait pas fait tourner depuis un moment. Je vais mettre du WD-40 histoire d'être sûr quand même qu'elle merde pas parce que putain ça me ferait chier qu'il l'a monté. Qu'elle chie dans la colle. C'est ça qu'Olivier là. Ouais qu'il a cassé hein. Cet enculé il l'a cassé à ras. Putain. Il me doit une pompe à essence à cause de que je vais en racheter une. Tu veux la retourner un coup? Putain. Hein? Non, c'est juste pour la lubrifier, pour être sûr qu'elle grippe pas quoi. Déjà je vais la remettre dans son emballage et tout. Mais... Putain, j'ai cru qu'au début il m'avait baisé le bâtard. Bon, pompe emballée, du coup notre cher ami Kevin aura une pompe qui fonctionne. Au début j'ai eu une grosse frayeur, je me suis dit putain elle est grippée, mais en fait non c'est bon. Je pense que vu que ça faisait un moment qu'elle avait pas tourné, elle était un petit peu sèche quoi, donc je pense qu'avec le WD ça a dû le faire. Donc là elle est stockée avec du WD-40, ça devrait l'aider. Bon là du coup on va déplacer la M3, on va la foutre sur le côté, vu qu'elle va rester en stand-by un petit moment, je vais la mettre là, à la place du Jeep, vu que je l'ai sorti, je devais aller dépanner quelqu'un avec. Du coup vu que je l'ai sorti, qu'il n'y a plus de caisse là pour l'instant dans le garage, je vais en profiter pour pouvoir la dépasser. Au moins ce sera plus simple pour pouvoir bosser dessus après. Et au moins elle me gênera pas, parce que la fois j'en ai besoin pour pouvoir bosser. Donc pour l'instant je vais la mettre en stand-by, on verra par la suite ce que je fais. Par où on peut prendre? Bah là on pousse au niveau de l'aile. Normalement ça devrait aller assez simple. Oh putain! Attends le frein à main, on est con. Celui-là il freine. Ah bah celui-là il freine. Celui-là oh putain ce bruit. Ah, attends. Essaye de pas m'arracher l'aile s'il te plaît.
Même si elle est sucée. Attends. Ah, déjà là, ça va mieux. Hop, hop. C'est bon. Attends. Vas-y, viens, on essaie avec la roulette, c'est bon, ça me saoule. J'ai peur qu'elle rip et de défoncer le bas de caisse. Juste par contre, faut relever ça. C'est vraiment de la merde. Achetez pas ces trucs. C'est de la merde. C'est de la merde. Faire le flou, Au cul. Non, le cul, normalement, il frotte pas là. Déplacer une M3 gros. Je te jure. Par contre, là, elle va être prise en triangle, mon pote. Non, c'est bon, ça passe. On fasse la même. Ah putain, non. Le pneu. Ça veut dire faut qu'on fasse le pneu maintenant, gros. Sinon, on va se retrouver baisé pour pouvoir le faire tout à l'heure. C'est le vieux pneu ça? Ça, c'est le vieux. C'est l'arrière droit. Vas-y, on fait le pneu maintenant. On fait le pneu maintenant. On va la soulever. On va la soulever. On fait le pneu. On fait le pneu et ensuite on la repose. Ouais, du coup, on va faire le deuxième pneu. On va prendre ça en vidéo parce que le premier, il était tellement chiant. Là, Rookie, en gros, il a ramené les deux démonts de pneus en plus. C'est des démonts de pneus de camion, donc normalement, ça devrait le faire. Ouais, c'est sûr. Ah gros, ça on va s'amuser. Le problème c'est que dès qu'on le décolle en fait, d'un côté ou de l'autre, il se recolle de l'autre côté. En gros, si je le décolle à l'opposé, là il va se recoller là-bas. Donc je vais essayer de faire le tour. Ah le bâtard il est passé en dessous. Je te jure. Comme l'autre fois. Tiens-le. Ah, bouge pas. Ah bah non. Dans le cache on l'aura pas. Faut que je fasse gaffe de pas baiser la jambe. Mets-toi plus loin. Ah ouais, carrément. Non, pas de laisser. Pourquoi? Redescends en pression. Tu tiens en pression. Ah, il est coincé. Mais non, il est coincé dedans là, justement, si j'écrase trop, je vais l'éclater. En faisant le tour, c'est mieux en fait. En faisant vraiment tout le tour, c'est mieux. Faut pas que je plaque à l'opposé. Vas-y, là, tu peux l'avoir. Ouais, c'est bon, nickel. Là, regarde, il s'est recollé. Ah, casse les couilles, tu vois. Fais chier. Il s'est recollé tout le tour quasiment là. Ce qui aurait été bien, c'est de les caler comme ça. Attends. Comment? Comme ça, sur le côté, les Je cales. vois pas comment tu fais les caler. Ouais, comme ça. Ouais, fais gaffe à tes doigts, gros. Relâche. Non, t'inquiète, il va sortir, Je pense que ça va le faire. Ouais, c'est bon, il sort. C'est plus là, le pneu, quand il va se déboîter, je me demande si la cale, elle va pas sauter. Ouais, il va sauter, c'est ça. Attends. Ah, gros, fais gaffe à la jante. Mais oui, je fais attention. Le SMIC, là. On va essayer d'en mettre une à l'opposé. Ouais. Vas-y, attends, décolle-le un peu. Ouais, on va faire comme ça au pire, hein. On va pas se prendre la tête. Tu vas le prendre avec la. Non, attends, Vas-y. t'en bouge pas. Hein. Tiens. Attends, bouge pas. Ouais. Ok. Là, normalement, on est bon, en gros. Voilà. On va tenir celui-là là ici. Et moi je vais tenir celui-là. Ouais, vas-y, tiens celui-là. Normalement, là, il y a peut-être moins que ça le fasse. On va peut-être moins chier. Ouais. Ouais, c'est bon. Vas-y. Vas-y, il y va. Oh, putain. Il y va. Ah, fils. Il y va. Putain, le problème, c'est que les cales, elles vont me gêner. Enlève tes mains. Fais levier gentiment. Ouais. Vas-y, je vais m'occuper des cales. Tourne. Occupe-toi du pneu. Je m'occupe des cales. Ah, voilà. Au moins, ça c'est fait. Et bah, avec deux démons de pneu en plus, mon grand. Ouais, ça le fait mieux, hein. Putain. Parce que c'était pas la même, c'était pas le même discours hier, c'était pas le même discours. Attends, la valve. Vas-y, fais la valve, je vais m'occuper des cales.
tu veux. Pour mettre tous tes déchets. Dans mon tas, il faut en avoir des petits là. Ah, vas-y, histoire que je foute ça là. Hein. Toujours sérieux. Ça c'est good. Maintenant, choper une valve. Attends pas le pinceau là. Vas-y si tu veux, tiens. Il y a un peu de gaz dessus. Toujours mettre le point jaune en face de la valve, c'est le point le plus léger. Mets-le un petit peu après, sinon on va se retrouver comme hier. Voilà, on va y aller. Hein. Là, il faut l'écraser avant. Il glisse. Vas-y. Oh putain, ça va être chaud. Ça va être chaud, là, il glisse sa merde. Ah là, vas-y, il va. Ah, puis là. Ah putain, il est loin de la valve le jaune. Il même encore un peu. Voilà. On va rentrer l'argent de la jambe dans la machine. Là on est à 4,5. Donc là. 4,5. Niveau largeur. À 9. Donc là, tu règles la largeur de la jambe. 9. Ensuite, la dimension de la jambe, donc c'est du 17 pouces. Je nettoie un frein. On va repositionner sur la machine. Et voilà, je vais encore sentir bon. J'ai reçu un joli petit colis de Drift Shop pour la M3. Je vais déballer ça avec vous, voir un petit peu. Enfin, moi je sais du coup ce que j'ai commandé, mais vous le savez pas. Je vais regarder en même temps que vous pour voir s'ils n'ont pas oublié quelque chose dans ma commande. Déjà je commence par le plus petit. Donc, les durées d'aviation, ça doit être la durée d'aviation pour l'embrayage. Vu que je la repasse en boîte manu, je vais en avoir besoin. Durée Avia donc pour le système de frein. Donc sur les E36, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a 6 durites, il n'y en a pas 4. Parce qu'en fait au niveau du train arrière, il y a un piquage qui fait rigide, flexible. Arriver sur le train arrière, c'est en rigide, et pour passer du train arrière à l'étrier, ça revient en flexible. Donc du coup il en faut 6 en fait, il n'en faut pas 4, sauf sur le système de tambour. Ok, un bonnet. Ça c'est le filtre à huile, vu que je vais refaire la vidange pour avec le produit et que je remettrai de l'huile propre, il fallait un filtre à huile. Ça c'est le renfort de train arrière, donc, qui vient directement de chez Mini BMW, nickel. Durée de silicone renforcée pour le radiateur Mishimoto. On a quoi? On a du sticker et tout. Ça c'est bon. Alors pour le gros. Et là c'est toute la surprise. Bon en vrai juste à l'emballage, je pense que ça en dit long. Je sais pas ce que c'est. Peut-être encore des stickers, je sais pas. Ouais c'est ça. BC Racing, putain c'est propre. Les petits stickers avec les trucs. Je crois que c'est taïwanais ou un truc dans le genre. Ou je sais plus c'est quoi comme. Enfin c'est une marque asiatique. Je sais plus quoi. C'est pas du made in China, c'est vraiment un truc propre. Oh. Salut toi. Oh. Ça c'est beau ça. Je regarde juste qu'ils aient pas fui. 2023, putain, ça me fait cette année. Oh, c'est nickel. Ah, franchement, attends, c'est quoi? Si tu desserres ici, ensuite tu tournes. Ah, ouais, ok. Et ça, c'est pour verrouiller. D'accord. Ok. Cool, cool de ouf. Bon, je vais tous les vérifier, hein, histoire d'être sûr. Enfin, tu vois, je savais même pas, mais ils m'ont même filé les biellettes de Barstab. Putain, propre. Ah, je suis content. On a quoi? Ça c'est les flasques, à mon avis ça vient sous les amortisseurs arrière.
Enfin, sous les ressorts arrière, pardon. Hop. Ouais. Ils sont propres, ils sont nickel. Ils ont pas l'air d'avoir fui. Parce que les trucs qui contiennent de l'hydraulique, généralement je suis pas trop fan. Putain, on voit que c'est quand même du costaud parce que putain, l'épaisseur de l'amortisseur, c'est un truc de ouf. Putain. L'épaisseur de la tige là, au niveau du verre, c'est incroyable. Ah, ça c'est parfait ça. Putain, à chaque fois je suis en galère pour pouvoir resserrer, régler les combinés. Putain, c'est nickel ça. Putain. Le top du top. Alors, je me disais, ça me paraissait vachement petit, mais maintenant, je me dis que tout est rentré au chausse-pied. Je pense que je vais même déballer les ressorts. Je vais essayer de faire gaffe de ne pas les rayer avec la lame. Voilà, ok. Donc là, il y a des coupes. C'est chaud, normalement, ils sont déjà là. Pourquoi ils les ont mis en plus? Je comprends pas pourquoi il y avait déjà des coupelles en plastique ici alors qu'elles sont déjà présentes. Je pensais que c'était, en gros ces pièces là, je pensais que c'était ça en fait. Mais vu qu'elles y sont déjà, c'est peut-être de l'autre côté au cul. Ouais, donc au final tout est là. Ah, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils en ont mis